Alors, je vais faire une brève présentation des personnes qui sont autour de cette table ronde. Donc, Élodie Agopian, qui est responsable du département personnes en situation de handicap et personnes en difficulté spécifiques à la direction de l'offre médico-sociale à l'Agence régionale de santé PACA. À côté, à ma gauche, monsieur Franck Girard, qui est chef de service de la réponse accompagnée pour tous à la MDPH du 13. Mathieu Navello, qui est coordonnateur du pôle de compétences et de prestations externalisées. Je laisserai s'expliquer sur ce que sont les prochains acronymes que je vais dire, de l'EMAP, l'EMAS et la communauté 360, donc sur le GCAM 83. Et Madame Bédel, qui est chef de projet de phare. Voilà, donc je vais donner la parole à Madame Agopian pour introduire cette table ronde sur les attendus de la politique régionale et sur la fonction ressources. Bonjour à tous, merci pour cette intervention. Alors, c'est vrai que les premiers temps, lorsque je rencontrais Madame Drieux, donc la pilote de l'équipe relais handicap rare, j'étais un peu gênée parce que c'est vrai que les dernières orientations nationales de la politique de déploiement stratégique du médico-social étaient plutôt tournées sur un parcours plus inclusif et donc de fait on a arrêté de créer des établissements médico-sociaux, de créer des places. Et malgré tout, on le sait, c'est pas un tabou de dire qu'en région PACA, on a un taux d'équipement qui reste malgré tout relativement faible par rapport au taux d'équipement national. Et donc j'étais un peu gênée parce que j'avais toujours un discours qui était assez fermé et je me suis dit il va falloir qu'on aille au-delà et qu'on trouve des solutions pour apporter une réponse aux personnes en situation de handicap rare parce qu'on sait très bien qu'on ne va plus créer d'établissements spécialisés, ça devient de plus en plus fermé. Donc la stratégie quinquennale a ouvert la porte avec la possibilité de déployer une fonction ressources, mais on était bien embêtés parce qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. On ne savait pas trop comment déployer cette fonction ressources. Et donc, on a construit notre réflexion donc avec l'équipe de l'équipe relais handicap rare, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour apporter cette fameuse réponse aussi bien aux ESMS, mais aussi aux familles qui sont quand même souvent démunies face à leurs proches, de pouvoir être en contact, de pouvoir communiquer, de pouvoir apporter un appui et donc de pouvoir outiller aussi ces familles qui sont souvent quand même démunies. On s'est dit, il faut qu'on repère sur les territoires où sont les ressources. Donc, on a lancé cette fameuse enquête. Donc, c'est la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui, de pouvoir repérer où sont les fameuses ressources, de pouvoir identifier les établissements et surtout les professionnels qui avaient déployé des compétences un peu spécifiques. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin et il faut qu'on puisse aussi structurer et mailler sur le territoire parce que finalement, donc, l'équipement est inégalement réparti sur le territoire régional. Et il faut qu'on puisse donc structurer cette offre. Il faut qu'on puisse repérer l'offre là où elle est, sur le terrain. L'équipe relais ne peut pas être partout, ne peut pas tout faire. Il faut aussi qu'on puisse étayer les professionnels sur le territoire, d'avoir une réponse de proximité. Et donc, on a eu la chance d'intégrer l'expérimentation qui est menée par phare, justement, l'expérimentation Next Step, qui est tournée pour l'épilepsie sévère, mais malgré tout, on s'est dit, ça va nous aider à structurer que c'est une fonction ressource, la définition, déjà ce qui est basique, qu'est-ce qu'on entend par fonction ressource, et surtout comment est-ce qu'on aide les établissements à se reconnaître fonction ressource. C'est pas juste, on décrète pas juste d'être fonction ressource, malgré tout, il faut qu'on puisse structurer, qu'on puisse apporter et qu'on puisse faire connaître cette offre-là. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a cheminé petit à petit, et aujourd'hui on peut dire, alors j'ai l'impression de le dire chaque année, mais en tout cas, en 2024, on souhaite lancer un appel à candidature pour déployer concrètement la fonction ressources. Alors, pourquoi un appel à candidature ? Évidemment, parce qu'on souhaite que les établissements puissent faire une auto-réflexion, de se dire, est-ce que moi, je peux être fonction ressources ? Est-ce que je peux sensibiliser mes collègues de proximité ? Est-ce que je peux former mes collègues de proximité ? Est-ce que je peux être en appui de mes collègues en proximité ? Donc, il y a un cheminement à faire aussi de la part des établissements. Il y a un portage aussi de direction de la part des ESMS, de dire on veut s'engager dans cette démarche-là. Et donc, on veut bien structurer cette offre-là en appui des centres ressources experts, en appui aussi avec l'équipe relais handicap rare. Et donc, on souhaite déployer cette fonction ressources dès l'année prochaine.
vraisemblablement sur le handicap rare, évidemment, et également, évidemment, sur les déficiences sensorielles, puisqu'on a aussi mandaté l'URAPEDA, l'IRSAM et la RADV, à nous aider aussi à structurer cette fonction ressources. Merci Madame Agopian. Je vais passer la parole à Monsieur Girard. Donc, en qualité de coordonnateur de la démarche RAPT, qu'est-ce que vous constatez par rapport aux ressources qui sont mobilisables sur la région? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire ressources et qu'est-ce qui manquerait, selon vous aussi? Quelles ressources pour la RAPT, pour la réponse accompagnée pour tous? Déjà, je pense qu'on peut vous remercier de se poser déjà la question. La ressource est liée, la fonction de la réponse accompagnée, en tout cas de telle qu'on l'amène à la MDPH, c'est bien évidemment d'être animateur de cette ressource pour faire émerger les réponses. On ne les a pas comme ça, mais elles naissent avec les coopérations, avec tout ce qu'on peut mettre en place pour activer cette réponse accompagnée. Alors, je ne parlerai pas spécifiquement du handicap rare, mais on le sait que un handicap rare complexifie énormément le parcours. Donc oui, je ne vais pas faire un rappel de ce qu'est la réponse accompagnée pour tous, simplement vous donner les trois principes essentiels qui ont déjà été évoqués. C'est que la réponse accompagnée pour tous, à travers le rapport Pivoto, amène un certain nombre de principes. Celui déjà d'imaginer qu'une réponse peut être portée par une pluralité d'acteurs, c'est important. Pensez aussi qu'une réponse, elle peut être alternative, complémentaire, transitoire, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas forcément sur le projet cible, mais voilà, on s'ouvre le champ du possible. Et enfin, ça a été évoqué également, c'est la faculté de passer d'une logique de place à une logique de parcours. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel. Évidemment, on retrouve et les acteurs de la réponse accompagnée, je viens de vous dire. Ensuite, comment la réponse accompagnée pour tous se déploie sur un territoire? C'est la partie de l'axe 1 de la réponse accompagnée, c'est celle qui est mise en place par les MDPH, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle d'assemblier entre tous les acteurs de la réponse sur un territoire. Mais ce travail-là ne pourrait pas se faire sans les autres volets de la réponse accompagnée, qui est l'axe 2, qui est le développement d'une réponse partenariale et territorialisée, qui est vraiment le travail de l'ARS de transformer, on va dire, l'offre sur un territoire. Bon, c'est les contrats d'objectifs, c'est également la communauté 360 qui participe à ça, ou les PCPE, les pôles de compétences de prestations externalisées. C'est la convention territoriale, c'est tout un ensemble de choses qui vont contractualiser la réponse autour des situations complexes et critiques. Ensuite, l'axe 3, on en parlait tout à l'heure, c'est la paire aidance, c'est la meilleure permettre une participation des pairs dans l'accompagnement des personnes, et ensuite c'est l'accompagnement au changement. Je voulais très rapidement passer, vous amener un petit peu dans la marmite de la réponse accompagnée pour tous à travers des situations bien précises. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous expliquer comment on déploie la réponse accompagnée à la MDPH. Voilà, mais c'est une étape nécessaire, d'autant qu'on ne peut pas faire abstraction non plus du contexte dans lequel on se voit et dans lequel on essaie de mettre en œuvre la réponse accompagnée pour tous. La réponse accompagnée, elle existe, en tout cas à la MDPH des Bouches-du-Rhône depuis 2017. Elle a été, donc, mon prédécesseur, M. Guettala, a usé de tous les outils de la réponse accompagnée pour tous, qui sont le groupe opérationnel de synthèse, ces fameux GOS où on réunit tous les acteurs autour d'une situation, et ce sont les PAG, les plans d'accompagnement global, qui contractualisent, on va dire, les engagements des opérateurs autour de la réponse. Ça, c'est ce qu'on connaît tous de la réponse accompagnée pour tous. Maintenant, le contexte aujourd'hui dans notre département, et je pense que c'est à peu près partout, pareil partout, c'est qu'on a des établissements qui ont joué le jeu de la réponse accompagnée pour tous, mais qui s'épuisent un petit peu dans la réponse, c'est-à-dire qu'on est plein, pour employer le mot tel qu'il est. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de placement. On n'a pas créé énormément de places
non plus, on le disait, on est un territoire plutôt sous-doté, alors qu'on est un département, je parle pour les Bouches-du-Rhône, qui est un des plus gros en termes de volume et de situations complexes. On est équivalent, si vous voulez, à la région Nord. Hein. Voilà, en termes de nombre de saisines, on est très très important, avec des situations très complexes qui allient à la fois des facteurs sociaux et le handicap. Donc on a ce point-là. Ensuite, si on fait un état des situations, on a à peu près, c'est pas à peu près, c'est un chiffre à peu près exact, de 3310 décisions d'orientation en IME, par exemple, sur notre département. On a 1509 usagers accueillis. On a 1550 usagers en attente d'une prise en charge. Je parle pour les enfants. Hein. Il y a sur les listes d'attente un peu moins de 400 enfants qui sont en attente. Et on a des personnes maintenues aussi sur des établissements enfants en amendement-Creton. Ça représente autour de 340 personnes. Voilà, donc c'est un chiffre important. Si on ajoute à ça une espèce de déferlante, mais on a beaucoup d'OPP qui sont prises actuellement sur des établissements. Donc ce sont des accueils qui sont pas prévus, hein, donc forcément ça bouscule énormément les établissements et ça réduit la capacité évidemment des acteurs à répondre à une situation. Hein. Donc aujourd'hui, pour pallier un petit peu à tout ça et organiser la réponse accompagnée, eh bien on a un service déjà réponse accompagnée qui est décloisonné, bien évidemment. Il n'y a pas un service des situations critiques à la MDPH. Tout le MDPH travaille sur ces situations, notamment donc à travers nos équipes pluridisciplinaires. Et on a des partenaires, évidemment, qui sont présents, qu'on sollicite quotidiennement pour nous aider à accompagner et à évaluer des situations, bien évidemment. Le PCPE, mais l'équipe relais handicap rare, ou l'UMDA, c'est l'équipe mobile l'autisme, et l'UMAI, qui est l'équipe mobile d'accompagnement intensif, qui se déploie à la fois sur le médico-social et le sanitaire. Voilà. Pour faire court, le parcours d'une saisine de la réponse accompagnée pour tous, hein, c'est une demande, c'est une évaluation rapide pour voir si la demande est éligible. Évidemment, ce n'est pas une voie de recours pour contester une décision ou pour avoir une place plus vite en IME, ce n'est pas le but. Donc, il y a une première sélection qui se fait. Ensuite, il y a un passage en équipe pluridisciplinaire. Ces équipes pluridisciplinaires, elles sont de niveau 3, c'est-à-dire elles sont élargies. Évidemment, on a les médecins, les enseignants de la MDPH, les travailleurs sociaux. On a également les coordonnateurs de parcours de la communauté 360 qui participent à ces EP. Et on a également le département, les inspecteurs tarification qui sont présents. Voilà, on élargit au maximum le regard. Et le niveau de décision qu'on peut prendre, eh bien, c'est soit le plan d'accompagnement global sans passer par un groupe opérationnel de synthèse, c'est-à-dire que ça va être le travail autour du plan d'aide, de l'accompagnement, des orientations, comment on peut améliorer un peu tout ça. Ça va être également de mandater un partenaire ou nous-mêmes travailler sur l'évaluation de la situation. Donc ça, c'est on peut saisir l'équipe relais handicap rare à ce stade-là, par exemple, d'une saisine. Ça va être aussi le groupe opérationnel de synthèse, mais en dernier recours. C'est à peu près 4% de nos décisions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... alors c'est vrai que c'est intéressant, ces groupes opérationnels de synthèse, mais comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas les démultiplier parce qu'il faut qu'on réserve cette possibilité aussi à des situations les plus critiques et les plus complexes qui soient. Hein. Donc, actuellement, on a à peu près une saisine par jour. C'est notre rythme. Mais on a aussi toutes les situations qui sont passées par la RAPT et qui n'en sont pas sorties. On a depuis l'origine 1370 situations qui nous sont arrivées. Alors, certaines sont sorties des radars, d'autres y sont encore et reviennent régulièrement. En moyenne, on considère qu'on a un peu plus de 200 situations qui sont un peu chaudes qu'on suit par mois. Hein. Voilà, ça je voulais donc je vous ai promis la marmite, donc elle est là pour vous parler un petit peu de situation, comment on travaille, comment elle nous arrive,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous voyez, volontairement, c'est très fouillis parce que là, c'est une situation qui s'est un peu accompagnée dans la douleur. On est là c'est une histoire, hein, la réponse accompagnée pour tous, ce ne sont que des histoires. Hein. Donc ici, c'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, pris en charge en Belgique et qui a une maman. Et cette maman, elle aime beaucoup son enfant. Et un jour, elle décide de le ramener en France. Et là, tous les acteurs se grattent un petit peu la tête. Personne ne sait quoi faire. Évidemment, il y a eu des signes avant-coureurs. On a essayé de faire en sorte même de pouvoir envisager un retour, mais qui n'était malheureusement pas possible au vu des problèmes d'accueil qu'on peut avoir. Il n'y avait simplement pas de place. Donc, elle a récupéré son enfant et l'a ramené sur Marseille. Donc, la première chose qu'on fait à ce moment-là, eh bien, c'est on contacte la personne, hein, on lui demande si tout va bien, et on met en place la machine que vous avez vue auparavant dans la MDPH, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de pouvoir évaluer une PCH en urgence, de façon à faire intervenir des personnes à domicile. Alors, évidemment, ça ne tient pas, puisque ce jeune homme est revenu de Belgique le 15 décembre 2022, et le 31 décembre, il était à Édouard Toulouse, hein, passé par Cap 72. Donc à ce moment-là, rien ne va. Hein. On réunit une équipe pour s'entourer, parce que moi, je n'ai pas la réponse à ça. On a un service d'urgence qui nous dit cette personne n'a rien à faire ici, et en même temps, on ne sait pas où le mettre. Il n'a plus de place nulle part, sinon au domicile de sa maman. Or, ça ne tient pas. Donc, à ce moment-là, on est concrètement dans le besoin de l'autre, de co-construire des solutions. Et même quand il n'y a pas de solution, on a au moins besoin de se parler pour dire qu'on n'a pas de solution. Donc là, autour de cette situation précisément, on a réuni les deux SAMSA TSA de Marseille, également la personne d'Édouard Toulouse, également le PCPE, pour essayer de réfléchir sur comment on va envisager des réponses. Alors ce groupe de travail s'est enrichi au fur et à mesure, puisqu'on a eu l'UMAI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a intégré ce groupe de travail. Il y a eu l'unité de l'Olivier également à Montpellier, qui a intégré ce travail. L'unité mobile Les Macaras, qui a intégré également ce groupe. Et également un établissement médico-social qui a intégré également le groupe de réflexion. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constaté dans un premier temps qu'on ne pouvait pas apporter grand-chose. Quand une situation arrive comme ça crispe tout. C'est-à-dire que toutes les frustrations, les failles du système aussi remontent. Hein. C'est-à-dire que, je vous disais, le médico-social va nous dire, nous, on ne peut rien faire. Le sanitaire va nous dire, ce n'est pas notre place. On va se renvoyer un petit peu la balle. Dans ces cas-là, donc, on organise un groupe opérationnel de synthèse où, fatalement, il ne se passe pas grand-chose, puisque le groupe opérationnel de synthèse, c'est un peu aussi le reflet de ce que peuvent proposer les acteurs. Donc, le premier groupe qu'on a monté, c'était au mois de mars, où, effectivement, il n'y a pas eu de réponse qui a pu émerger, mais beaucoup de pugilat, on va dire, entre nous, on s'est un peu invectivé pour nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est là, pourquoi on n'a pas de solution, moi je ne peux pas. Donc on est ressorti un peu bredouille de cette première réunion. Mais il se dit toujours des choses. C'est-à-dire que derrière une réunion qui ne se passe pas bien, on peut relancer l'ensemble des acteurs présents pour essayer de retrouver des solutions, pour réactiver la machine. Le groupe de travail reste mobilisé. On cherche. Au final, l'unité de Montpellier nous dit, nous, si un acteur du médico-social peut être partenaire avec nous, on peut envisager un accueil en juin. Au mois d'avril, ça veut dire qu'on a 2 mois pour trouver des solutions transitoires, puisque si on trouve cet acteur du médico-social, on aura peut-être une possibilité. On a trouvé l'acteur du médico-social qui s'est engagé, on a refait des gosses, on s'est réengagé, on a fait en sorte que cette personne puisse sortir de l'hôpital pour aller sur des séjours de répit, des séjours de vacances. Entre-temps, il est revenu chez lui. On a créé un étayage à domicile avec du 1 pour 1, voire du 2 pour 2. L'étayage, c'est ce que vous voyez là. Hein. C'est-à-dire que là, très concrètement, on travaille heure après heure pour savoir qui sera aux côtés de cette personne, à domicile. Ça, c'est très, très compliqué.
compliqué. Ça se fait pas sans moyens, évidemment, hein, c'est-à-dire que aussi bien les personnes intervenant à domicile que les personnes qui sont intervenues aussi à l'hôpital pour soulager les équipes, que les séjours de répit pour cette personne ont été financés via des CNR de l'ARS, donc ces fameux crédits non reconductibles, et ces CNR ont été portés soit par le SAMSA TSA qui au fur et à mesure est devenu un vrai coordinateur de la situation, soit par le PCPE. Donc vous voyez, la collaboration, elle est totale. Même quand on navigue un petit peu à flou, on a des acteurs mobilisés, tout le monde fait sa part de travail pour essayer de consolider la situation. Ça n'a pas pu se passer. Effectivement, le retour à l'hôpital ne s'est pas... à l'unité de l'Olivier n'a pas été possible parce qu'il y a eu des crises telles que ça n'a pas été possible. 5 minutes, je vais terminer. J'aurais juste une question aussi après. Bref, on va passer à l'autre. Mais tout ça pour vous dire qu'au final, il a réintégré Édouard Toulouse. On l'a candidaté sur les unités résidentielles qui vont s'ouvrir dans le Var. Il a été pris, sélectionné. Pardon ? Dans les Alpes-Maritimes. Unité, c'est ça. Donc, voilà. Alors, c'est une situation donc, qui nous a occupé pendant 1 an, parce que ça, c'est à peu près 1 an, mais c'était pour vous donner un petit peu l'idée de comment on travaille, comment ensemble, sans forcément avoir la réponse à la base, on arrive à trouver des solutions. La deuxième situation, et troisième, et on termine avec ça, c'est pour vous donner aussi une idée de comment se construit une réponse dans un groupe opérationnel de synthèse. Alors là, vous pouvez fermer une partie du regard. Si vous voulez, vous avez la situation 1. C'est un jeune homme qui était sorti d'un IME grâce au SAMSA, c'est-à-dire qu'il avait un accompagnement à domicile, mais l'accompagnement à domicile n'a pas tenu. Donc on a été dans une situation d'urgence également et de crise. Et on a trouvé un moyen avec un logement inclusif qui se trouve dans le Vaucluse, qui bénéficie bien évidemment d'un accompagnement. On a trouvé le moyen d'intégrer ce jeune homme dans un logement inclusif avec la participation d'une masse et d'une masse hors les murs, c'est-à-dire la masse vient sur le domicile et amène le jeune homme sur la masse régulièrement. Ça, c'est l'accompagnement. Mais le projet, c'est qu'il puisse intégrer une place en masse à Marseille qui va s'ouvrir en 2025. Donc là, vous voyez, on est dans l'idée d'une réponse tout de suite pour soulager la situation, d'un accompagnement et d'un projet. Donc on est dans un accompagnement transitoire. Mais ça ne suffisait pas, c'est-à-dire qu'il est sur un appartement. Alors bien évidemment, c'est financé par la PCH, hein, l'appartement inclusif. Il a une PCH 24 heures sur 24 pour pouvoir financer sa prise en charge sur le logement inclusif. Mais ça ne suffit pas, une PCH 24 heures sur 24 sur un logement comme ça. Donc, comme on avait une deuxième chambre, on a fait un deuxième gosse. L'autre situation, c'est une situation aussi du même SAMSA. Pour nous, c'était intéressant d'avoir le même organisme coordonnateur pour les deux situations. Donc, c'est une situation d'un SAMSA également, qui est arrivé sur la deuxième chambre. C'est un jeune homme qui a une grosse difficulté avec les institutions. Il a eu des expériences un peu traumatisantes et il n'est pas du tout dans la sociabilisation. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de projet pour lui à long terme. En revanche, on travaille avec cette masse et cette masse hors les murs. C'est bon, j'ai fini. Et cette masse hors les murs. Et on travaille également avec une masse à Monteux qui l'accueille avec la masse hors les murs. Cette autre masse qui l'accueille pour travailler l'habituation, pour travailler la sociabilisation. Donc aujourd'hui, on n'a pas de projet, mais il y a 2 PCH qui sont mutualisés et 2 situations qui sont voilà, plutôt en suivi. Voilà. Merci. J'avais juste une petite question par rapport à l'équipe relais handicap rare. Est-ce que dans le cadre de la RAPT et des PAG et des GOS, vous avez pu mobiliser ces ressources-là sur le territoire et est-ce que vous avez
pu référencer des situations pour lesquelles, effectivement, vous aviez un besoin en termes d'appui, en fait. Très vite, hein, parce que je crois que notre gardienne du temps... Pardon, j'étais un peu long. Oui, j'aurais pu également prendre une situation avec laquelle on a travaillé avec l'équipe Relais Handicap Rare. On a fait un groupe opérationnel de synthèse il n'y a pas plus tard que moins d'une semaine, sur lequel on est arrivé sur une situation d'handicap rare à mobiliser des acteurs. L'équipe Relais reste coordinateur de parcours. C'est important parce que un gosse et une solution, c'est pas la fin d'un accompagnement. Parfois, c'est même le début. Donc, on a, sur cette situation très précisément, on a l'équipe Relais Handicap Rare, on a l'IRS de Provence, on a l'IRSAM, et très important aussi, on a le département. C'est-à-dire que c'est une situation qui cumulait un handicap rare et une situation sociale très, très dégradée, avec un PAD, c'est un placement à domicile. Et le département, à l'issue du groupe opérationnel de synthèse, nous a dit, bon, le PAD s'arrête, mais l'accompagnement du département continue. Pendant 8 mois, ils seront présents sur la situation. Et ça, c'est important qu'à la fois les ESMS, les organismes s'impliquent au-delà de cet échange du gosse, mais également une institution. Aujourd'hui, on a le département, mais l'ARS, on est malgré tout voilà, très, très accompagné. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Navello. Donc, l'étude, elle fait également état d'un besoin de coordination renforcée. Vous êtes responsable de la communauté 360 du PCPE, de l'EMAP, donc plutôt protection de l'enfance, je crois, hein, de l'EMASCO au sein de l'UGCAM. Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonctionnement du dispositif et en quoi cette organisation constitue un relais et une fonction ressource pour les accompagnements de situations de handicap rares, s'il vous plaît. Merci. Je vais commencer par l'EMAP, c'est l'équipe mobile d'appui à la protection de l'enfance. C'est une nouvelle équipe mobile qui est assez récente, hein, puisqu'elle a ouvert ses portes en avril 2021 et qui est un dispositif qui est financé par l'ARS et le département et qui a pour but d'être un peu le trait d'union entre médico-social et social, de venir soutenir les enfants qui sont donc placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a vraiment, en termes de public, uniquement les enfants placés, en placement administratif ou judiciaire, et qui ont une notification MDPH, ou du moins un dossier déposé en cours, puisqu'on sait parfois que, alors c'est plus le cas dans le Var, il y a beaucoup moins de retard, mais on était à une époque où il y avait quand même 6 mois de retard au niveau de la MDPH, donc on s'était dit qu'au moins le dossier soit déposé pour que au moins un médecin valide le fait que l'enfant soit en situation de handicap ou demande une reconnaissance. Donc c'est pour les enfants de 6 à 17 ans. Voilà, le but vraiment de cette équipe, c'est de venir maintenir l'enfant dans son lieu d'hébergement, puisque il était constaté par la protection de l'enfance les difficultés d'accompagnement pour ces enfants avec une double vulnérabilité, donc dans la protection de l'enfance, donc potentiellement le trauma et le trauma complexe, et également avec du handicap. Et parfois, l'histoire de vie faisait que aussi le handicap on pouvait être dans du surhandicap, enfin, ou du moins impacter l'handicap déjà présent et les troubles associés. Donc voilà, le but étant d'apporter un regard médico-social à la situation. Donc cette équipe vient évaluer la situation. Elle vient également coordonner le parcours, puisqu'on sait que les lieux d'hébergement sont aussi en difficulté par rapport à des difficultés d'accompagnement, suite à des difficultés d'accès aux droits communs, donc d'accès à un soutien médico-social, d'accès à un CMP, d'accès, et donc de tous ces accès à la scolarité aussi. Et cette équipe, elle essaye de fluidifier le parcours de l'enfant pour aussi soutenir les lieux d'hébergement et peut-être à un moment donné de dire c'est pas l'enfant qui doit changer de lieu d'hébergement, c'est la pratique aussi des lieux d'hébergement. Quand je dis lieux d'hébergement, donc c'est foyers, familles d'accueil, les foyers d'urgence, et donc faire améliorer leur pratique et leur connaissance même du médico-social, puisqu'on se rend compte quand même qu'il y a une forte méconnaissance du médico-social lorsqu'on leur parle de GOS, de PAG, de MDPH et notification IME, effectivement ça on connaît, mais tout le reste et tout ce qui peut s'apparenter à une adaptation de l'offre, voilà, c'est quand même compliqué. Donc
cette information, elle sert quand même à aussi être dans la sensibilisation vis-à-vis du fonctionnement handicap et SMS. Juste une petite question, je rebondis. Alors peut-être vous l'avez évoqué, est-ce que pour que l'enfant soit suivi par l'EMAP, il faut au préalable qu'il y ait une notification MDPH ou l'accompagnement se fait avant et la notification se fait en cours? On est uniquement sur des publics qui ont une notification D'accord. MDPH ou, comme je Déjà disais, la au moins un dossier déposé si le D'accord. dossier est en cours de traitement. Et la notification spécifie l'EMAP sur... Non. Alors, d'accord. c'est pas notifié par la MDPH, c'est l'aide sociale à d'accord. l'enfance qui nous saisit. Et nous, dans notre département, en tout cas, il y a eu un choix stratégique, c'est de remettre le médecin PMI, puisque là aussi, même au sein de l'aide sociale à l'enfance, on ne sait pas toujours, mais il y a un médecin PMI qui est toujours référent d'un enfant placé. Et c'est le médecin qui est censé avoir la vision globale de la situation, qui valide la saisie. Donc c'est vraiment l'aide sociale à l'enfance qui nous saisit. Voilà. Oui, c'est très clair. Donc on intervient sur une durée de 6 mois. Juste pour dire, dans le cadre de l'évaluation, on a choisi que cette équipe soit ouverte de 9h à 21h, tout simplement pour pouvoir aussi observer les temps de soirée. C'est là où souvent l'enfant, c'est des moments d'angoisse, le soir déjà, le moment de la collectivité où elle est plus importante sur les lieux. Donc voilà, pas précisé dans la diapo, mais voilà, pour dire que cette équipe est ouverte donc du lundi au vendredi de 9h à 21h. Et on a déployé, puisque c'était une demande du département, vraiment le répit. On pensait qu'on allait avoir des demandes à tout va de répit, en se disant il faut vite que l'enfant sorte du lieu d'hébergement, du foyer de l'assistante familiale pour faire souffler les professionnels. Et en fait, finalement, il n'y a pas eu tant de demandes que ça. Alors qu'on a essayé de déployer, avant même l'ouverture, cette question de répit. Alors on a beaucoup déployé sur le répit en établissement médico-social, mais on a développé aussi sur des séjours vacances qui peuvent aussi être du répit, et on a vraiment pensé une procédure vis-à-vis du répit dans l'accueil et dans la sortie aussi, pour qu'il y ait une cohérence, puisque pour nous, le répit fait partie du parcours de l'enfant et n'est pas juste une pause dans son parcours. Ensuite, donc le PCPE, le pôle de compétences et prestations externalisées. C'est une équipe qui est un peu plus ancienne. En tout cas, nous, dans le Var, elle a ouvert en décembre 2016. Donc c'est un des outils de RAPT, et qui est une équipe mobile. Parce que le nom, c'est vrai que quand on l'expose comme ça, souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà, c'est une équipe mobile qui intervient dans les situations complexes, reconnues comme complexes par la MDPH, puisque si je prends l'exemple d'avant avec l'aide sociale à l'enfance, on n'est pas sur les mêmes critères de la complexité. C'est ça. Donc c'est reconnu par la MDPH, donc on parle de rupture de parcours. C'est pas la situation qui est complexe, c'est son parcours qui est complexe. Et donc le PCPE vient, donc c'est sur notification MDPH. Donc je parlerai après de la fluidité des parcours de toutes les équipes mobiles, qui est facilité aussi avec le lien avec la MDPH, en tout cas avec notre MDPH du 83, et qui permet de fluidifier le parcours, un lien qui est quand même privilégié, et qui nous permet d'avancer dans ces situations. Donc on est notifié sur une période de 6 mois ou 1 an, ça c'est en fonction de la complexité. En tout cas, nous on a laissé ouvert ce champ-là, puisque je crois que dans la région, au tout début, il n'y avait que le 83 qui était sur 1 an, il me semble, et le 13 il me semble, sur 6 mois. Et le 06 était sur 6 mois renouvelables. Voilà, c'est ça. Donc nous, on était sur 1 an renouvelable. On a ouvert à 6 mois parce qu'il y a quand même des situations qui on peut se permettre d'être sur 6 mois, mais voilà. Donc le but étant de, l'émission, rendre le parcours des personnes plus fluide, donc vraiment une évaluation de pourquoi aussi on est arrivé à cette rupture de parcours, puisque comme on le disait, il y a effectivement que lorsqu'on réunit les partenaires, mais avant il faut savoir quels partenaires on réunit. Donc il y a toute cette évaluation-là pour qu'il y ait une cohérence et qu'on soit vraiment sur des actions ciblées en fonction des besoins des personnes et de leur famille, ou du moins et des aidants. Et alors prévenir de toute rupture de parcours, ça c'est dans un idéal. J'avoue qu'aujourd'hui on n'est pas dans la prévention, on est plus dans l'intervention lorsqu'il y a des ruptures. Malgré tout, je pense que le fait de faire reprendre un parcours à des situations, et les actions que l'on mène, c'est pour éviter une prochaine rupture. Donc on est par la suite dans la prévention. Le PCPE, la différence, cette équipe mobile, elle a quand même un budget de prestations qui permet, en tout cas, nous, on libère ce budget-là dans l'attente de l'ouverture du droit commun. On ne vient pas pallier, ou renforcer, on peut renforcer parfois le droit commun en fonction du besoin, une évaluation plus précise, puisque
que ce soit pour toutes les équipes mobiles, hein, c'est pas l'équipe mobile qui est experte et qui fait l'évaluation, c'est vraiment l'ensemble des partenaires. C'est pour ça qu'on est partenaire avec, enfin, on crée un réseau partenarial qui est assez important sur le département et même parfois sur les départements limitrophes. Donc on essaye, voilà, on va piocher les compétences de chacun dans l'évaluation et dans les prestations. Après, je ne sais pas s'il y aura des questions. Oui, en fait, je pense qu'on posera rapide. les questions à la fin de chaque présentation. On laissera le public sur un temps. Donc Il y a le temps. Peut-être j'ai pas dit, l'équipe elle est assez petite hein, aussi. C'est pour ça que l'équipe n'a pas pour but d'être elle-même experte. Le but est d'aller chercher les compétences. Donc elle est composée effectivement d'un responsable, de 2 éducateurs spécialisés, d'une infirmière, bon pour l'instant qui n'est pas pourvue, d'un temps de psychologue et assistante sociale. C'est vrai que vous avez une connaissance, les PCPE, au même titre que d'ailleurs que les MDPH, hein, sur vraiment les réseaux. Et vous êtes aussi fonction ressources sur certaines situations, j'imagine. Quand on ramène la situation, est-ce que vous avez déjà été sollicité justement sur des problématiques de personnes avec un double handicap et justement faire relais avec l'équipe relais handicap rare? Est-ce que ça vous est arrivé et par quel biais et comment vous avez pu les solliciter? Oui. Alors, on est en lien avec l'équipe mobile de Madame Drieux et on fait le lien. On a eu des situations. Alors, on n'a pas eu beaucoup, hein, honnêtement. Sur les maps, pour l'instant, pas du tout. Sur le PCP, on a eu quelques situations hein, depuis l'ouverture, effectivement. On a plutôt bien travaillé. On a été dans. Ça nous a permis, en tout cas, aussi d'être un soutien lorsqu'on souhaite débloquer une situation. C'est-à-dire que quand on a un enfant, pour prendre l'exemple très rapide, hein, un enfant qui a une notification IME, rupture de parcours depuis plus d'1 an, avec un handicap qui peut être parfois complexe, parce que handicap rare, parce que trouble associé, parce que difficultés parfois sociales qui viennent se rajouter, etc. Le fait de postuler dans un IME, c'est pas juste le PCPE dépose une candidature, c'est-à-dire qu'il doit apporter son évaluation, il doit apporter les ressources et dire que et on reste persuadé que dans les situations complexes, on ne peut pas laisser un partenaire seul dans la situation. Nous, on maintient souvent, c'est pour ça que le PCPE est souvent maintenu, même si le parcours reprend. Le PCPE continue, on peut faire appel aux équipes mobiles, donc ça peut être effectivement, on l'a déjà fait avec l'équipe mobile d'handicap rare, avec d'autres équipes mobiles, avec une scolarité, avec l'éducateur libéral qu'on a financé dans l'attente du droit commun, qu'on perpétue au sein même de l'établissement. Potentiellement, après, c'est une reprise par des CNR. Hein. Mais voilà, le but étant qu'il y ait une fluidité dans le parcours de l'enfant et dans surtout l'intégration dans un nouveau lieu d'accompagnement et qu'il ne soit pas seul. Voilà. Donc souvent, ça rassure quand même les établissements. Je dois avouer que quand on candidate dans les établissements en tout cas dans le Var, la plupart en tout cas jouent le jeu et c'est quelque chose qui fonctionne puisque ça leur semble cohérent. Effectivement, vous êtes une fonction ressource en fait pour les situations. En fait, Oui, alors après ce qui est ressources, évidemment, puisque aussi, pour compléter, hein, on est ressources pour l'établissement, on est ressources surtout pour l'enfant, puisque le but c'est l'enfant ou l'adulte, puisque PCPE c'est enfant-adulte, et tout type de handicap. Je sais que certains PCPE au niveau national ont d'autres fonctionnements, hein, mais nous au niveau du Var, c'est tout type de handicap, tout âge et le Var. D'accord. Et pour revenir, c'est vrai, sur la thématique de la journée, pour moi, vraiment, le déploiement de la fonction ressource a vraiment tout son sens. Les différents intervenants l'ont dit. Souvent, lors de gosses, où les partenaires se regardent un peu en chaîne faïence. Qui est-ce qui va faire le premier pas et qui va finalement débloquer la situation et va bien vouloir prendre en charge un enfant ou une personne en situation complexe. Et pour moi, le déploiement de la fonction ressource, c'est de dire aussi aux établissements ou aux professionnels, vous ne serez pas seuls parce que vous allez faire face peut-être à des situations ou à un handicap que vous connaissez moins bien parce qu'il est très spécifique, très particulier, très singulier. Et cet appui de la fonction ressource va aussi permettre aux établissements de se dire je ne suis pas seul, je vais pouvoir être étayé, formé, sensibilisé, outillé pour accompagner au mieux cette personne en situation de handicap. Donc très rapidement, l'équipe mobile d'appui à la scolarisation, et c'est une équipe qui n'intervient pas pour l'enfant, pour le coup, on intervient pour une classe qui nous saisit. Donc une école pour tout enfant, on n'est pas forcément sur des enfants
On a sur des besoins à besoins particuliers, donc pas forcément de reconnaissance MDPH pour le coup. Et l'équipe, elle n'est pas là pour évaluer l'enfant, elle est là pour évaluer les problématiques dans la classe. Donc elle vient au sein même d'une classe scolaire, que ça aille de la maternelle jusqu'au lycée ou même études supérieures. Bon, on n'a pas eu le cas, mais on vient évaluer la problématique rencontrée. Donc on est souvent à majorité sur des profils d'enfants avec des troubles du comportement qui ne sont pas encore reconnus, auxquels les enseignants sont confrontés à de grandes difficultés. Le but étant d'intervenir très rapidement, le plus rapidement possible, puisque là aussi, donc c'est une classe qui nous saisit. L'éducation nationale, c'est encore d'autres étapes, c'est encore un autre fonctionnement. Donc parfois, quand on est saisi, il ne faut pas que ça passe par différentes strates. Mais une fois que voilà, on arrive, on vient évaluer la problématique dans la classe. On est force de préconisation, on fait des sensibilisations en lien avec le handicap, parfois quand il est repéré, ou avec la problématique repérée. On fait du prêt de matériel, des sensibilisations, des orientations, et parfois même les bilans, avec l'accord de la famille, peut être joint à un dossier MDPH qui peut soutenir une orientation, un besoin d'AVS, AVSI, etc. Voilà, je passe très rapidement. La communauté 360 qui me semble quand même assez importante, peut-être pour tous. Bon, je crois qu'elle commence à être assez connue, peut-être, je ne sais pas si sur les niveau régional, mais donc c'est un numéro vert national qui a été ouvert en 2020, qui est donc comme vous voyez, le 0800 360 360 du lundi au vendredi 8h 20h. Lorsque vous appelez, il faut taper le numéro du département, et donc il y a normalement l'accessibilité sur tous les départements, si je ne me trompe pas. Donc le but de cet appel, c'est pour toute demande en lien avec le handicap ou même besoins associés avec le handicap. Et on a 3 niveaux de réponse. C'est l'information administrative, qui, lorsqu'on nous appelle, je ne sais plus où en est mon dossier MDPH, comment on fait pour remplir un dossier, quel droit je peux prétendre. Des fois, tout simplement, quand on dit de niveau 1 aussi, on a des personnes en situation de handicap qui nous appellent parce qu'ils ont besoin de parler, donc tout simplement, une ouverture là-dessus. Juste pour dire quand même, le 360 est ouvert donc à toute personne qui soit en situation de handicap, aidant ou professionnel aussi, puisque le 360 est rattaché au PCPE, c'est d'où puisque le 360 a besoin d'avoir aussi une connaissance de ce qui existe sur le territoire et ce sur quoi on peut être aidant. Et donc le niveau 2, c'est là où on va faire le lien avec un partenaire, puisque le 360 a constitué, donc, en plus de son réseau partenarial, les membres cœurs, avec un partenariat, on va dire, aussi privilégié, qui nous permettent de répondre plus précisément à une demande et d'orienter la personne ou l'aidant ou le professionnel vers cette personne-là de membre cœur. Et le 3e niveau, où là on est sur, qui a été ouvert depuis 2022, puisque le 360 a été avancé suite à la crise sanitaire pour pouvoir répondre très rapidement à toute personne qui était isolée aussi. Ça permet d'avoir toutes les personnes qui passent au travers des mailles du filet et qui se retrouvent seules, isolées, et donc de pouvoir répondre à leurs besoins, ou du moins de les évaluer. Et donc ce 3e niveau, c'est l'évaluation de ces situations où là le 360 peut se déplacer et amorce, on va dire, une coordination de ces situations. C'est le plus possible. Désolée encore de devoir couper au milieu. Donc je vais passer la parole à Madame Bédel, chef de projet sur l'expérimentation Next Step. Donc vous avez porté une recherche-action dont un des objectifs a été d'expérimenter à l'échelle du territoire une organisation favorisant la coopération et les nouvelles pratiques organisationnelles. Pouvez-vous nous présenter les objectifs de cette expérimentation et comment vous avez pu modéliser les conditions de mobilisation des ressources? Depuis ce matin, je n'ai pas pris les post-it, mais je me faisais la petite voix intérieure. Personnes ressources, plateforme ressources, centre de ressources, équipe d'appui ressources, dispositif ressources. Que de ressources. Que de ressources. Et moi, je viens vous présenter une nouvelle amie qui, je l'espère, restera votre amie après la présentation, la fonction ressources. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu besoin d'une étude de presque 3 ans avec toute une équipe projet pour faire un peu de définition, puisque du coup, je me disais, mais c'est quoi une fonction ressource, quoi. Premier peut-être constat et introduction de la présentation, les mots ont un sens, je pense que vous le savez, et je trouve que
le mot fonction, il est important, autant quand on parle de mission ressources, de rôle ressources, dès lors où on parle de fonction, je pense que ça induit un petit peu quelque chose d'autre, ça induit une définition, un calibrage, une qualification. Et je pense que c'est peut-être ça, en premier lieu, que les travaux qu'on a pu conduire à Phare nous ont apporté. Juste en préambule, les travaux qu'on a conduits sont dans le champ de l'épilepsie et de l'épilepsie avec handicap rare, mais on a pu constater ces derniers temps, et même dans le cadre de l'étude, qu'ils pourraient être transposables, et on l'a déjà pu le vérifier un petit peu. Donc c'est dans ce cadre-là que je vous propose aussi la présentation. Alors c'est moi qui parle parce que j'ai eu la chance de participer, d'agir et de suivre toute l'étude de A à Z, mais en fait il y avait toute une équipe projet, le CNR Phare qui portait l'étude, mais qui a été soutenu et financé par la CNSA, la Fondation Handicap Malakoff Humanis et l'ensemble des ARS qui ont participé, les territoires en fait, qui ont participé à l'expérimentation avec les ARS. Et puis on avait un cabinet ipso facto qui était un cabinet en méthodologie qui nous a proposé une méthode de recherche. Et puis l'université Jean Moulin de Lyon avec l'IFROS qui est une école en institut de formation et de recherche sur les organisations médico-sociales, notamment sur le volet managérial. Donc on n'a pas fait ça tout seul et on remercie toutes ces personnes qui nous ont soutenus. En quelques mots, parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est peut-être un peu de... Je n'ai pas besoin de la télécommande. Un petit peu de concret, mais rappeler quand même le cadre d'intervention de cette recherche-action. Donc, pourquoi ce projet? Donc, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, le handicap rare, un rappel rapide, la fonction ressources, elle est visée par 2 actions du schéma national handicap rare, l'action 10 et l'action 12. L'action 10 qui rappelle le besoin de capitaliser sur les fonctions ressources développées par les ESMS dans le champ des handicaps rares. Et l'action 12 qui est de favoriser le développement des projets visant à développer les fonctions ressources dans le champ des handicaps rares et favoriser la montée en compétences sur les territoires. Donc ce schéma handicap rare remet en lumière 3 objectifs: repérer les initiatives territoriales, valoriser les compétences des ESMS et proposer une définition de la fonction ressource dans le champ des handicaps rares. Au-delà de ça, un contexte que vous connaissez, celui des évolutions sociétales et aussi des nouvelles orientations des politiques publiques des dernières années qui mettent la fonction ressources au podium, puisque les pouvoirs publics voient la fonction ressources comme un levier de transformation de l'offre. C'est une invitation large et plurielle à repenser l'appui aux familles, aux aidants, aux professionnels dans le cadre des parcours coordonnés et inclusifs. Donc, il y a ce contexte-là qui est venu porter la recherche-action qu'on a pu conduire, avec à l'appui de ce contexte 2 textes fondateurs, la circulaire de la DGCS, qui va avec ce qu'on vous disait tout à l'heure, la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre, qui pose la fonction ressources comme une activité intégrée, et un décret du 9 mai 2017 qui prévoit pour les ESMS d'adapter leur accompagnement à un public de plus en plus large et diversifié. Vous l'avez exposé dans les questions du public tout à l'heure et parmi les personnes de la table ronde. Et qui dit aussi, qui accorde la possibilité, plus qu'une possibilité, c'est une proposition aux établissements qui ont une spécialisation et une expertise de la positionner en tant que fonction ressource. C'est-à-dire, je suis spécialisée épilepsie ou autre champ, j'ai une expertise, je dois me positionner en fonction ressource pour un tiers. Donc ça, c'est quand même important qu'il y ait des textes fondateurs et c'est ça qui est venu appuyer aussi le cadre de la recherche. On verra après qu'on avait ces textes fondateurs, mais qu'il n'y avait pas pour autant et on a cherché de comment, quoi, qui. Donc c'est ça que la recherche-action est venue poser, une définition et puis une mise en opération de la fonction ressource. Au-delà des circulaires et des décrets et de cette intention des politiques publiques, un constat du terrain qui a déjà aussi été évoqué ce matin, cette tension en fait qu'il existe entre un besoin croissant des familles et c'est le cas de Monsieur Girard, de la situation sur la Belgique aussi que vous proposez. Eh bien oui, on a besoin à un moment donné, partout dans le parcours, on a un besoin de ressources et on veut qu'ils soient au bon moment. Et les familles n'ont plus forcément envie d'envoyer leurs enfants à 700 km pour trouver une expertise. Donc il y a un besoin massif qui a été confirmé par la recherche-action de par les familles, les aidants et les professionnels. Et ce besoin, il est en tension parce qu'on ne trouve pas forcément vite ou au bon endroit ou au bon moment ou sur le bon territoire la ressource et l'expertise nécessaires.
Donc la recherche-action, elle est venue s'intéresser à ça, en fait, à comment réduire cette tension qu'il y a entre le besoin d'accompagnement des situations et cette expertise pour la trouver au plus vite et au meilleur endroit de la situation, quoi. Donc on est bien sur ce double enjeu-là de proximité et continuité dans l'accompagnement des parcours et d'une mobilisation assez rapide de la technique et de la qualité pour répondre à la situation. Et ça, c'est pas simple. Donc, le grand sujet derrière, hein, je vous lis pas, il y a un sujet qui nous dépasse tous, mais c'est sous quelles conditions la fonction ressource, comprise comme la projection d'expertise vers les lieux de vie, peut-elle contribuer à sécuriser les parcours des personnes avec une épilepsie sévère et les personnes en situation de handicap rare en général. Donc, on est dans ce grand sujet-là. Une fois qu'on dit ça, ce grand sujet, on a essayé de le porter le plus opérationnellement possible. Avec deux grandes finalités. La recherche-action avait pour le but de soutenir l'équité d'accès dans le temps et dans l'espace à la ressource et tout au long du parcours de vie, et d'organiser un maillage territorial de ressources projetées depuis les ESMS pour réduire la tension entre la demande et l'offre de soutien. Donc des enjeux pour tout le monde que je trouve importants parce qu'ils ont été importants pour nous dans le cadre de la recherche, de se dire que les enjeux, ils n'étaient pas que pour les pouvoirs publics ou que pour les ESMS, mais bien pour l'ensemble des acteurs qui composent l'accompagnement des situations. D'abord pour les familles et leurs proches. Travailler la question des fonctions ressources, c'est réduire les inégalités d'accès et éviter les ruptures de parcours. Et c'est aussi soutenir la réalisation des projets de vie, quoi. Par rapport à ça, ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on a conduit des monographies de parcours. Si vous connaissez, c'est-à-dire qu'on est allé tout simplement entretenir les personnes concernées et leurs familles. On leur a demandé à quel moment de leur parcours ils ont obtenu de la ressource, ou alors à quel moment ils auraient aimé avoir de la ressource et qu'ils n'en ont pas eu. Quelque chose de positif de la recherche-action, c'est d'apprendre qu'ils ont trouvé de la ressource. Majoritairement quand même. Par contre, ils ne l'ont pas forcément trouvé au moment où ils l'attendaient. Ils ont parfois dû l'attendre très longtemps ou aller la mendier parfois pour capturer. Et c'est vrai que on voit bien que c'est ça qu'il y avait en tension dans l'étude. À côté de ça, dans l'étude, il y avait aussi des établissements spécialisés, mais aussi généralistes et intermédiaires de bonne intention, qui nous disaient, mais on aurait voulu apporter cette ressource. On y était à cet endroit-là, mais on n'avait pas. On n'avait pas de quoi fournir l'information et la documentation. On aurait bien voulu proposer une formation ou quelque chose, mais ce n'était pas structuré. Donc on voit bien qu'il n'y a pas des familles qui cherchent et des établissements qui ne sont pas bons. On n'a que des gens qui veulent trouver des solutions, mais parfois ça manque de structuration, de formalisation. Donc il y a bien un enjeu pour les personnes et leurs proches à travailler cette fonction ressource. Un enjeu bien sûr pour les établissements et services sanitaires et médico-sociaux, c'est de ne pas subir en fait. On a bien vu dans les entretiens menés avec les établissements, les directeurs d'IME, d'ESAT, de femmes, de MAS, etc. Ils nous disent oui, mais vos fonctions ressources, c'est bien sympathique, mais comment, avec quels moyens et quand, si on fait ça, qui restera en face des résidents? On comprend les enjeux des pouvoirs publics. Évidemment, on a envie de travailler le virage inclusif, etc. Mais expliquez-nous comment faire parce que c'est pas possible, quoi. Et en travaillant dans le cadre de la recherche-action, en travaillant avec ces mêmes directeurs qui étaient un peu en désarroi par rapport à cette fonction ressource, on est venu travailler aussi le fait de voir quels seraient les leviers. Et on s'est aperçu qu'il y en avait. C'est-à-dire que la fonction ressource, elle peut aussi, si on la travaille, parce que ça nécessite un travail assez exigeant, elle peut être un levier pour les établissements médico-sociaux, puisqu'elle peut les positionner en tant qu'acteurs et pas juste en tant qu'établissements qui subissent toutes ces, parfois appelées injonctions des pouvoirs publics. On peut vraiment être acteur des fonctions ressources. Ça peut constituer un levier de recrutement dans les structures aussi, puisque du coup, l'établissement va se positionner différemment, va capitaliser sur des choses qu'il sait faire et ça peut venir valoriser des initiatives. Et le fait de bouger comme ça les lignes, ça peut être très attractif et porteur pour les établissements médico-sociaux. Encore faut-il qu'ils puissent le voir et être accompagnés pour le faire. Pour les acteurs plus généralistes et intermédiaires, on parle des établissements qui ne sont pas spécialisés. Cette fonction ressource, elle est importante pour eux parce qu'elle leur permet d'identifier leurs besoins, de monter en compétences et d'améliorer l'accompagnement, quoi. S'il n'y a pas de fonction ressource, ces mêmes établissements continueront de refuser d'accueillir puisqu'ils n'auront pas la ressource pour accueillir ou se sentiront en désarroi pour le faire. Donc les fonctions ressources, c'est pas juste pour ceux qui vont la dispenser, c'est aussi pour ceux qui vont recevoir de la ressource pour accueillir les personnes dont vous parlez depuis ce matin. Donc on s'est bien intéressé aux deux côtés. Ceux qui allaient se positionner dans le cadre d'appel à manifestation d'intérêt ou d'appel à candidature comme porteurs d'une fonction ressource, mais aussi ceux qui allaient
se former, obtenir plus de ressources pour accueillir les personnes. Très concrètement, aujourd'hui, dans notre champ, hein, parce que du handicap rare, il n'y a pas pléthore encore d'initiatives très structurées, formalisées, mais il y en a, et il y en avait avant la recherche-action. C'est le cas, par exemple, de l'équipe Épicente en Haute-Savoie, qui est soutenue par la RS 74, qui a créé une équipe mobile ressources sur les situations complexes d'épilepsie sévère et handicap associés. En Bretagne, depuis 2017, il y a la mise en place d'une offre spécialisée, combinaisant plusieurs fonctions ressources. Et puis, depuis peu, nous, depuis qu'on a conduit cette recherche-action, et on vous en parlera à la fin de la présentation, on soutient le territoire d'Île-de-France dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt sur des unités handicap rare épilepsie, sur la formalisation des fonctions ressources. Donc plus ça va, plus on amoncelle pas que des intentions ou du discours, on amoncelle aussi des expérimentations qui nous donnent des outils, des idées, des éclairages pour conduire très concrètement les fonctions ressources et accompagner les territoires et les acteurs. Ça va en entonnoir, hein, là c'était le chapeau, maintenant on rentre dans le concret. Qu'est-ce qu'on s'est donné comme objectif autour de cette recherche-action? Donc, en premier lieu, c'était l'idée on devait ressortir avec cette recherche-action avec un cadre conceptuel. Alors très concrètement, on s'est donné l'objectif et le défi de documenter la fonction ressource sur plusieurs volets. On a voulu que cette recherche-action pose les conditions et les modes d'exercice possibles, avec les questions RH, les questions managériales, les questions de gestion des compétences. C'est-à-dire pas juste il faudrait ou il y a qu'à faucon, pour le dire comme ça, mais vraiment quelque chose qui puisse permettre aux gens qui ont envie de se positionner sur la fonction ressource d'avoir des repères et de savoir comment ils allaient concrètement opérer cette fonction-là. Donc par rapport à ça, on vous montrera tout à l'heure tous les outils qui sont issus de cette recherche-action, mais par rapport à ça, on a réussi, puisqu'on a écrit un référentiel compétences, coûts, activités. Je pense que c'est très important d'aller jusqu'à cette étape-là. Après, quelque chose qui était très important, c'était de vérifier l'adéquation avec les attentes des bénéficiaires, les personnes concernées, les aidants, les ESMS. Et puis de penser à des modèles, en fait, de vraiment être dans une approche territoriale de l'activité ressource. Donc ça, c'est le gros objectif, et ça, c'est le premier volet de la recherche que vous trouverez sur le site internet de Phare. C'est tout le cadre de réflexion et de conception d'une fonction ressource. Et le deuxième point, on a voulu, et ça, c'est pas tout le temps le cas dans les recherches-actions, on n'arrive pas toujours à faire ça, mais on s'était donné un deuxième défi qui était celui d'outiller le déploiement de la fonction ressource. Je dis souvent ça, vous m'en voudrez pas de le dire comme ça, mais des fois, on a beaucoup de recherches dans notre secteur ou de littératie ou de documents qui finissent dans nos armoires, maintenant dans nos PC, mais on n'a pas l'outil derrière pour mettre en œuvre. Donc, on balbutie parfois de nombreuses années. Parfois, c'est nécessaire, mais sur cette question-là de fonction ressources qui nous apparaissait primordiale, on avait ce défi de l'outiller. Et là aussi, grâce aux partenaires et aux acteurs, on est en capacité aujourd'hui de proposer des outils, un guide d'accompagnement, ce référentiel dont je vous parlais, mais aussi plusieurs outils et beaucoup d'outils. Et un accompagnement concret sur les territoires à l'accompagnement des fonctions ressources. Donc, je ne vais pas tous vous les citer parce que ça serait long, mais on a isolé pour vous ce matin quelques enseignements de la fonction ressource qu'on a retirés de la recherche-action. Une première avancée, elle sera sans doute évolutive au fur et à mesure des expérimentations, mais on a posé une définition de la fonction ressource. Elle n'existait pas, en tout cas dans notre cadre. On a cherché à l'échelle européenne s'il y en avait une, pas vraiment. Donc du coup, les acteurs et les nombreuses investigations qu'il y a eu nous ont permis de poser une définition de la fonction ressource qui est affichée ici. Très rapidement, il y a 3 blocs à retenir sur cette définition. La fonction ressource, telle que l'on l'a travaillée, est entendue comme la capacité d'une structure sanitaire ou médico-sociale spécialisée à intervenir au bénéfice d'un tiers afin d'améliorer le parcours et la qualité de vie des personnes avec l'épilepsie, quel que soit le lieu de vie, en transférant son expertise. Donc là, une notion au bénéfice de quelqu'un, d'un tiers, que ce soit une personne ou une structure, et la notion de projeter une expertise. Donc pour projeter, il faut l'avoir, cette expertise. Ça paraît bête de dire ça, mais on y reviendra. On a vu que ça avait son importance. La deuxième, c'est le principe de subsidiarité que Valentine rappelait ce matin au nom de l'ERHR.
La fonction ressources, elle vient en appui et renfort, en complément. S'il y a déjà quelque chose qui existe, on ne vient pas surajouter. On parle d'empilement des dispositifs. Elle doit bien prévoir ça, la fonction ressources. C'est-à-dire qu'elle est modulaire et temporaire. Elle se passe à un endroit, à un moment du parcours, pour une situation. Elle n'a pas forcément vocation à durer dans le temps, ou elle ne vient pas remplacer une action déjà existante d'un partenaire, d'un dispositif, si elle est déjà faite, quoi. Et troisième bloc, très important, elle constitue un champ d'activité de l'établissement. Pas un champ à part, très très loin, mais vraiment un champ intégré dans les activités de l'établissement. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire qu'elle doit se connecter à l'activité d'accompagnement existante et s'appuyer dessus. C'est là où c'est compliqué. Ça veut dire que les établissements ont peur de ça. Ils font déjà beaucoup. Donc comment ils se disent, mais comment on va rajouter ça? Donc nous, on a travaillé aussi le fait que ça ne se rajoute pas, mais que ça s'intègre. Pour reprendre le mot intégration de tout à l'heure. C'est une première avancée, une définition que vous pouvez tous utiliser si jamais vous vous positionnez sur des fonctions ressources dans le cadre des appels à candidature ou si vous cherchez à avoir de la ressource. Une deuxième avancée qui nous a beaucoup aidé et qu'on a mis du temps à poser, c'est que quand on dit fonction ressources, il faut qualifier ce qu'il y a derrière une fonction, quoi. Et donc là, on a fait un long travail avec les chercheurs, les méthodologues et les cabinets qui nous ont accompagnés. Et on a trouvé qu'il y avait 6 modalités de la fonction ressource. En tout cas, qu'on pouvait qualifier une fonction ressource autour de 6 modalités. Que sont l'information documentation, la sensibilisation, la formation. On a distingué sensibilisation et formation. L'appui aux pratiques, l'appui au conseil. Là aussi, il y a une distinction entre appui aux pratiques et appui au conseil. Et l'observation et l'évaluation partagée. Des mots que vous connaissez, mais en fait, on a essayé de définir qu'est-ce qu'on faisait quand on disait qu'on faisait de l'information à une famille ou à une structure. Qu'est-ce qui se cachait derrière l'appui aux pratiques? Qu'est-ce qui se cachait derrière l'appui au conseil? Parce que toutes ces choses-là, on les manipule, mais elles prennent du temps qu'on a du mal à définir. Des fois, on n'est pas clair sur ce qu'on propose. Donc là, on s'est dit que s'il y avait des fonctions ressources, il fallait qu'elles soient claires sur l'offre qu'elles dispensaient, en fait. Ça nous a permis aussi de se dire que si les gens portaient une fonction ressource, ils pouvaient faire tout ou partie. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il était compliqué pour un établissement qui se positionnait sur une fonction ressource de dire je vais dispenser les 6 modalités. Ça lui demanderait beaucoup d'énergie. Par contre, il n'est pas seul pour dispenser ça. C'est là où on parle de maillage territorial. On peut avoir plusieurs établissements sur un territoire qui s'articulent pour proposer des fonctions ressources et couvrir ces 6 modalités. C'est peut-être le cas de vos structures. Il y a des structures qui sont déjà très outillées et très compétentes dans la sensibilisation, d'autres déjà très compétentes dans ce qu'on appelle l'observation-évaluation. Et bien tout ça, ça peut venir nourrir plusieurs fonctions ressources qui s'articulent au profit d'un territoire et des personnes. Par rapport à ça, on a essayé de voir comment c'était, un gros mot, séraphimisable. C'est-à-dire, on a vu qu'autour de ces prestations, elles peuvent soit être directes ou indirectes. Direct, ça veut dire qu'on peut déployer une modalité pour une personne que l'on peut nommer. C'est-à-dire, je vais faire de l'appui conseil pour la situation de Benjamin Durand. Il faudra que je fasse évoluer mes prénoms, parce que c'est très, très, très franco-français, ça, Benjamin Durand. Et bien, si on intervient pour une appui conseil sur Benjamin Durand, c'est pour une prestation directe. On peut nommer la personne pour qui l'on intervient et vraisemblablement, on va faire un appui conseil autour de 3-4 personnes dans une équipe, quoi. Par contre, si on fait une sensibilisation pour une équipe de 25 personnes dans un établissement, on est plutôt sur une prestation indirecte. On ne sait pas pour qui on le fait vraiment, mais on sait qu'in fine, ça servira à la personne. Donc là, on est sur de la prestation indirecte. Et pour un établissement qui se positionnerait sur la fonction ressource, ça a été super intéressant à faire, de dire je vais me positionner, moi je vais faire sensi et appui conseil, et puis je le proposerai de manière modulaire. Je ferai à la fois de la prestation directe et indirecte. À partir du moment où on a eu ça, on a pu, avec les établissements, évaluer les coûts que ça représentait. Bon, alors une séance d'appui conseil, c'est quoi? C'est 3 séances de 3 heures. Je vais mettre un éducateur dessus, ça va me coûter tant de déployer. À partir du moment où on a eu ça, ça nous a permis de quantifier, de calibrer, de budgéter en fait une fonction ressource. Et ça, dans le dialogue avec les organismes de tutelle, les partenaires, c'est super important, puisque sinon on va à vue, quoi. Donc ça, voilà, un des enseignements importants. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il y a sans surprise, il y a des niveaux gradués de ressources et on a trouvé 3 niveaux.
on a trouvé un niveau expert. Ce sont tous ces établissements qui accueillent déjà des personnes en situation de complexe avec épilepsie, qui ont une forte capacité ou potentiel à exercer la fonction ressources, parce qu'ils ont déjà des documents, ils ont déjà formalisé leur base, etc. Donc eux, ils sont plutôt experts. Après, on a ceux qui sont à un niveau expérimenté. Ils accueillent des personnes, dont des situations complexes. Ils ont un personnel stabilisé et formé. Ils ont des compétences sur les domaines socles de l'épilepsie. Ils ont un plateau technique. Par contre, tout n'est pas encore formalisé. Ils ont besoin de performer sur certaines ressources pour pouvoir les envoyer en externe. Et puis, on a les niveaux généralistes. Donc, ce sont des gens qui accueillent peu ou moins, ou vont bientôt accueillir des personnes avec épilepsie, mais c'est plutôt occasionnel. Ils n'ont pas forcément un plateau technique et médical, et ils n'ont pas de ressources formalisées, au contraire, ils en appellent. Comment on a identifié ces niveaux-là? On a fait un outil d'autopositionnement qu'on a gardé en outil pour accompagner les gens qui se positionneraient sur les fonctions ressources. En fait, on a créé une matrice, un outil assez facile d'accès pour les établissements qui permet de se coter, de voir où on est bon, où on n'est pas bon, et ça a été vraiment apprécié des acteurs et qui ont même fait des découvertes sur leur propre établissement, quoi. On a peu l'occasion de s'auto-évaluer comme ça. Je pourrais vous le montrer, mais je vais essayer de respecter quand même le timing parce qu'il est 12h02. Donc du coup, autre enseignement vraiment important qui fait transition avec ce que je viens de dire sur l'outil d'autopositionnement, la fonction ressource, c'est vraiment on a découvert, enfin si on peut appeler ça comme ça, que c'était vraiment une nouvelle activité des ESMS. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on accueille du public, dans notre contexte, c'est pas parce qu'on accueille des personnes épileptiques depuis 20 ans qu'on est forcément expert ou capable de porter une fonction ressource. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, et ça peut faire mal parfois, mais quand on a travaillé les outils d'autopositionnement, c'était le cas. On s'est aperçu que du coup, pour porter une fonction ressource, il faut avoir des outils, il faut avoir une base documentaire peut-être formalisée dans la structure. C'est comme la formation en fait, quoi. Pour former des gens, il faut être soit au clair avec ses propres connaissances et compétences. Il en va de même pour la fonction ressource. Et ça, c'est pas forcément évident. Ou en tout cas, il faut être accompagné peut-être l'espace d'un temps pour faire ça. Donc on a vu que pour tous les établissements, porter une fonction ressource, ça nécessite d'avoir une dynamique favorable en interne. Si on est déjà en souffrance par rapport à notre personnel, si l'établissement est en mauvaise forme, si on n'a rien formalisé depuis des dernières années, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, mais il va nous falloir un petit temps avant d'être capable de porter la fonction ressource. Ça nécessite de se poser, de prendre du recul pour savoir se positionner, et ça nécessite des financements, une organisation, une stratégie, quoi. Sinon, on va faire une fonction ressource, mais on va vite s'épuiser dans cette fonction ressource. Donc, 2 aspects fondamentaux, le fait d'avoir un socle de compétences préalables et de s'interroger si on est capable et si on a nous-mêmes les compétences avant de les proposer à d'autres. Et puis, s'interroger sur sa capacité en termes de ressources humaines, de finances, de compétences, de vitalité de l'établissement à porter cette fonction ressource. Donc là-dessus, 2 outils qu'on a créés, l'outil d'autopositionnement et un référentiel des capacités au déploiement. En gros, c'est des petites croix qu'on fait et puis on se questionne sur sur quoi on est en train de répondre. Je vous passe. Donc cet outil d'autopositionnement, il a 4 étapes. Il a une étape de réflexion sur ses compétences. Il a une étape de réflexion sur sa capacité organisationnelle de déploiement. Il a une réflexion sur les compétences en termes de RH. Et puis, il a une étape sur la réalisation d'un plan d'action. Donc là, ça va avec. Je n'ai pas fait exprès pour les transitions. C'est le PowerPoint qui les a calibrés pour moi. La fonction ressource implique un accompagnement au changement important. Ça implique pour les établissements médico-sociaux, et on ne l'a pas négligé, de faire un pas de côté par rapport à l'existant. Quand on dit qu'on va aller projeter son expertise à l'extérieur, ça veut dire qu'on va envoyer quelqu'un faire ça. Peut-être que les éducateurs, les moniteurs éducateurs, les AMP, etc., va falloir peut-être les former ou les soutenir dans cet exercice. De la même manière, on a vu à envoyer à l'extérieur des médecins, des infirmiers, des chefs de service, des gens qui ont déjà plein de responsabilités et un agenda très chargé. Peut-être que la fonction ressource, elle invite aussi à repenser les modes organisationnels, c'est-à-dire à se dire que dans un établissement, il n'y a pas que les cadres en fait, qui ont une capacité d'exercice de la fonction ressource, mais on a aussi tout ce personnel de l'accompagnement. Donc ça va inviter à changer en fait les modes organisationnels, à identifier dans les équipes
qui est capable d'être ressource. Donc ça nécessite un petit temps pour repenser sa gestion des compétences en interne et d'être accompagné pour penser le changement des identités, quoi. Et puis penser comment ça va s'articuler avec l'activité d'accueil, parce qu'il n'est pas question d'enlever des personnes qualifiées auprès des résidents. Et ça va être cet enjeu en fait d'intégration de ces nouvelles activités. Donc là, c'est un peu commercial, donc je ne vais pas le dire comme ça, mais on a un parcours d'accompagnement qu'on a expérimenté en Île-de-France pour... peut-être que demain, et je l'espère, d'autres gens accompagneront ces fonctions ressources. Nous, dans le cadre de l'épilepsie, on a proposé des outils, et là, on est en train de les tester pour accompagner ces établissements à penser ces changements, en fait. Là, ça va avec le dialogue avec les ARS. La fonction ressource, ça ne se fait pas tout seul. Il faut la quantifier, on disait. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs modalités. Et c'est une activité à valoriser. Sinon, elle ne sera jamais financée ni reconnue. Et pour la valoriser, ça veut dire qu'il faut vous interroger sur qui sont les bénéficiaires de cette fonction ressource, quel âge, où est-ce que vous allez le faire, est-ce que ça sera à l'échelle régionale, départementale, à l'échelle du lieu de vie, sur quel territoire, etc. Et sur quelle prestation vous allez vous positionner. Sur toutes, sur une seule. Donc ça nécessite de bien quantifier pour tout ça, de calculer les coûts pour voir un petit peu ce que ça représente et l'organiser. Ce qu'on peut vous dire, ce qu'on a repéré, mais ce qu'on a vu ce matin le traduit. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs modèles qui s'apparentent à la fonction ressource ou qui peuvent être assimilés à des fonctions ressources. On voit qu'il y a des équipes mobiles. J'y reviens pas parce que vous voyez tous ce que c'est que des équipes mobiles et elles ont été présentées. On voit aussi qu'il y a des établissements qui sont dans une logique de transformation, moins d'activités, baisse d'activités, retraduction des activités d'internat, par exemple, en modalité ressources. Donc il y a aussi ces configurations-là. On voit aussi plusieurs configurations. On a un établissement gestionnaire qui pilote plusieurs établissements et qui porte tout seul une fonction ressource ou qui souhaite porter tout seul une fonction ressource. Et nous, à étudier tous ces modèles, eh bien, on s'est dit qu'il y en avait un qui était peut-être plus porteur que d'autres. Pour pas dire peut-être, on prend le parti pris que ce modèle est plus porteur que les autres, c'est la fonction ressource intégrée. Ça veut dire une approche beaucoup plus ancrée sur une organisation plus globale et territoriale, une dynamique intégrative et à plusieurs acteurs, avec un financement et une négociation avec l'ARS et un acteur pivot, coordinateur, qui embarque les partenaires, quoi. Parce qu'on a vu que quand on faisait tout seul, par exemple un établissement gestionnaire qui fait tout seul, il s'épuise très vite puisqu'il n'a pas la capacité à porter les 6 modalités. Souvent, il fait reposer ça sur 1 ou 2 personnes dans son équipe et quand ces personnes partent, il n'y a plus rien. Et surtout, ça n'intègre pas les ressources d'un territoire parce que à partir du moment où on a une fonction ressources intégrée, c'est-à-dire qu'on se donne aussi le défi d'aller repérer les nouvelles ressources qui poussent sur les territoires. Et on s'est aperçu que quand on cartographiait un territoire, il y avait des ressources méconnues qui existaient et qu'on pouvait aller mobiliser. Donc pour nous, il y a la recherche-action a pris une préconisation à la fin de dire que la fonction ressources intégrée était plus porteuse peut-être que les autres, car elle s'appuie sur des ressources locales, elle pose la question d'une approche territoriale et d'une mobilisation de plusieurs expertises. Et elle s'ancre dans une stratégie régionale beaucoup plus apprenante finalement que les autres modèles qui sont à côté. Alors qui dit fonction ressources intégrée, ça dit plus on est plusieurs, plus ça va plus loin, mais ça prend peut-être plus de temps, de positionnement. Effectivement, c'est peut-être un peu plus exigeant, mais à notre sens, dans les constats qu'on a repérés, ça permet une pérennité améliorée, quoi. Je passe rapidement là-dessus. Donc du coup, il y a une intégration, une animation à 2 niveaux. En interne, ça va bénéficier coûte que coûte à l'organisation et au collectif, puisque du coup, ça invite à être acteur des mutations en cours. Qui est fonction ressources ou pas, ces questions-là se posent aujourd'hui dans le cadre des orientations publiques. Et de toute façon, les établissements médico-sociaux sont amenés à bouger, à se rénover, à se moderniser, à envisager leur action différemment de par les parcours coordonnés, le virage inclusif. Donc la fonction ressources, elle vient finalement activer ça si on la voit positivement. Et de l'autre côté, sur la question du territoire, elle vient activer les dynamiques. On parle beaucoup de on se connaît pas entre acteurs, on a un empilement de dispositifs, etc. La fonction ressources, si on la pense de manière assez méthodologique, si on la pense avec méthode et de manière claire comme on l'a vu, elle va pouvoir être au service des acteurs pour mieux se comprendre en fait. 12h10, 5 minutes. J'y vais vite. Donc du coup, très concrètement, aujourd'hui, nous, on a identifié qu'il y avait 4 phases d'accompagnement. Quand on accompagne des acteurs du territoire à penser la fonction ressources, on a identifié 4 phases
sur lesquels on conduit en fait des ateliers avec les gens, avec des équipes projets sur les territoires. La première phase, c'est la phase exploratoire. On va avoir un temps de regard sur les orientations de l'ARS et les besoins du territoire, sur le périmètre et les configurations définies et sur le développement cohérent et les stratégies de l'ESMS. On a des ESMS qui ont des contextes particuliers. Il va falloir mettre en miroir les besoins du territoire et la stratégie de l'établissement et regarder comment ça s'articule ou pas. Et puis, il va falloir le faire à plusieurs autour de la table. Donc, généralement, quand on accompagne sur cette phase exploratoire-là, on a l'ARS, on a un acteur pivot, un acteur coordinateur qui est nommé. Dans le cadre du handicap rare, c'est souvent une ERHR. Et puis, on va avoir les acteurs qui se positionnent sur une fonction ressource ou plusieurs. Donc cette phase exploratoire, elle est importante, c'est le temps du dialogue et de la négociation, c'est le temps du périmètre, c'est le temps de la stratégie. Après, on va avoir une phase de faisabilité, on va regarder en équipe projet interne ou territoriale si on a les compétences de porter une fonction ressource, sur quoi on se positionnerait, sur quelle modalité, quels sont les moyens disponibles. Donc là, c'est toute une phase de faisabilité qu'on accompagne au travers de l'outil d'autopositionnement que je vous ai présenté. Et puis après, on y va sur une phase de conception. Donc là, on va obliger les partenaires, les acteurs, de manière conviviale, je vous rassure, à formaliser leur projet en équipe pluridisciplinaire. On va parler de plan de développement des compétences, de plan de formation, et on va écrire le plan d'action en fait des fonctions ressources et tous les documents nécessaires à l'exercice de la fonction ressource. Et puis après, on a prévu une phase de mise en œuvre et de suivi, c'est-à-dire qu'on lâche pas les acteurs avant d'avoir travaillé la communication qu'ils vont avoir de leur fonction ressources et le tableau de bord de pilotage, comment ils vont suivre en fait et évaluer sur leur fonction ressources et opérante ou pas. On s'est amusé à vulgariser ces démarches parce que du coup, c'est compliqué quand même le médico-social. Hein. Des gosses, des PAG. Voilà. Alors moi, je viens du champ de l'animation et donc du coup, je fais des monopolies. Des monopolies sérieux par contre, parce qu'on est quand même dans un secteur sérieux aussi. Non, mais trêve de plaisanterie, on a aménagé ce plateau pour que les établissements désacralisent aussi la fonction ressource, quoi. Quand on se lance là-dedans et qu'on parle de matrice budgétaire, d'outils d'autopositionnement, de notes d'opportunité, etc., en fait, quand on vulgarise cela, il ne s'agit pas de le rendre moins sérieux, mais quand on le retraduit sur ce qu'il y a à faire concrètement autour d'une image comme ça va beaucoup mieux. On a une phase d'exploration, on a une réflexion à avoir, des outils à investir. Et puis, il faut écrire une note d'opportunité. Ensuite, en phase de faisabilité, on va avoir une matrice budgétaire à investir, des questions managériales à se poser. Et puis, il faut qu'au sortir, on ait un positionnement et un argumentaire en équipe. Donc, à chaque fois, sur ce plateau, il est construit pour avoir la réflexion, les outils, les préconisations managériales. Et à chaque étape, on ressort avec une pièce, en fait. Quand on accompagne les acteurs, on ressort avec la note d'opportunité, l'argumentaire d'équipe, la matrice budgétaire, le plan d'action et le tableau de bord de pilotage, et c'est ce qu'on vient présenter à l'organisme de tutelle, en fait. Donc on a choisi de faire ça comme ça parce que le sujet est complexe, et plus on le rend concret, visible, plus on a du avoir à toucher, à lire, plus c'est clair, en fait, pour les établissements de porter cette fonction ressource. Donc quand on accompagne aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a modélisé, en fait, un parcours d'accompagnement autour de 4 à 6 ateliers qui permet aux acteurs de se sentir plus à l'aise et de décrire leurs fonctions ressources. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que de ce qu'on a expérimenté, on a une confirmation que c'est intéressant d'être accompagné et de se poser sur la réflexion de la fonction ressources. En Ile-de-France, les établissements étaient plutôt, et à juste titre, peureux au départ, et en tout cas pour les UHR épilepsie qu'on accompagne là, actuellement, elles sont plutôt contentes de l'accompagnement en termes de réflexion sur lesquelles ça les amène, et ça les fait aussi prendre une autre marche et une autre direction sur autre chose que les fonctions ressources. Ça rénove aussi des capacités de leur établissement. On a aussi tiré des enseignements en dehors de l'épilepsie. On a eu la chance d'accompagner une autre plateforme qui n'était pas en épilepsie et qui nous prouve que les travaux sont transposables à d'autres champs et à d'autres pathologies dans le handicap rare. Et puis, on avait un site internet que vous pouvez trouver si vous allez sur le site de Phare, vous tapez recherche action dans l'onglet, après vous allez sur Next Step, nouvelle expertise territoriale, et vous trouvez ce qu'on a appelé l'univers Next Step, où on a mis tous nos outils en téléchargement. Il vous suffit de les commander, en fait, et c'est gratuit.
Ça ne dispense pas de l'accompagnement, parce que vous verrez que si vous les téléchargez, vous ne saurez pas forcément quoi en faire. Mais en tout cas, vous les voyez et ça peut vous inspirer. Et on a énormément de téléchargements en France, en fait. On voit que les gens s'intéressent à cette fonction ressources. On a fait un guide numérique de la recherche, que lire 80 pages, c'est douloureux. Donc, on a fait un petit guide méthodologique numérique, facile à lire et comprendre. Et donc, du coup, vous pouvez aussi investir la fonction ressources de manière simple, quoi. Et on a beaucoup on s'attendait pas forcément à avoir autant d'intérêt à l'échelle nationale sur ces outils-là. Donc, ça nous prouve que c'est un enjeu, pas que pour les ARS, les orientations, les politiques publiques et nous-mêmes, quoi. Ça se présente comme ça, hein, le site internet, c'est nextstep.org, si vous voulez pas passer par le site de phare. Et les outils, vous trouvez note d'opportunité, analyse des besoins, outils d'autodiagnostic, tableau des capacités, business model, matrice budgétaire, référentiel, plan d'action et indicateur de pilotage. Bonjour, j'ai juste une question. L'ANAP, donc l'Agence nationale d'appui à la performance, a fait un kit de déploiement des fonctions ressources qui est très sensiblement la même chose. Je voulais savoir si vous avez travaillé ensemble ou si c'est malheureusement deux initiatives parallèles. Le directeur me complétera peut-être. Non, alors des fois, on ne se parle pas toujours, mais là, non, on a veillé quand même. On a eu échange avec l'ANAP sur nos travaux et évidemment, on a croisé un peu nos approches et on continue de le faire. Après, les outils, alors sauf erreur de ma part, mais les outils de l'ANAP n'étaient pas exactement les mêmes que nous. Il y avait beaucoup d'orientation, de préconisation, de bonnes pratiques, etc. Mais il n'y avait pas forcément des outils. C'est là où on est complémentaires, des outils, je vais les appeler comme ça, pratico-pratiques, managériaux autour de la fonction ressources. C'est là, alors les conclusions, elles se rejoignent déjà sur la fonction ressources. Et après, les outils ne sont pas les mêmes. Du côté de l'ANAP, on a peut-être plus des outils de l'ordre de la réflexion et quelque chose de prospectif sur la fonction ressources. Et sur la recherche-action, là où on a abouti, c'est des outils de mise en opérationnalité directe de la fonction ressources. Oui, leur kit s'appelle Comprendre et déployer la fonction Ouais. ressources, mais à la fin, il y a aussi un lien vers des outils, mais moins poussés que les vôtres, je pense. Ils sont Mais les deux sont complémentaires, en fait. complémentaires. Ouais. Peut-être la question à Madame Agopian, mais aux autres intervenants, c'est d'imaginer le coût et l'efficience des dispositifs, parce que à chaque situation, s'il faut aller faire d'appui conseil, de la formation à des équipes, à un environnement, etc., c'est-à-dire que la charge est énorme. Du coup, comment on peut se projeter dans cette certainement efficience-là, parce que l'ARS va poser la question de l'efficience. Voilà, c'était ça. C'est vrai qu'il y a cette question derrière, mais aujourd'hui, vraiment, c'est pas ce qui nous anime en priorité. C'est vraiment de dire qu'on va pouvoir construire cette fonction ressource grâce aux outils de l'expérimentation Next Step pour apporter cet accompagnement, cet outillage aux établissements qui sont démunis lorsqu'ils accueillent ce public vraiment spécifique. Et c'est ça aujourd'hui qui nous anime et c'est la raison pour laquelle on souhaite lancer cet appel à manifestation d'intérêt ou appel à candidature, peu importe, pour que chaque établissement puisse faire cette auto-réflexion, de se dire est-ce que moi, en tant qu'établissement ressources, je peux aller aider mon collègue à faire en sorte que l'accompagnement se passe bien et éviter qu'il y ait des comportements défiés et éviter que justement il y ait une rupture dans la prise en charge. Aujourd'hui, c'est ça. En termes d'efficience, c'est d'éviter justement cette rupture de parcours et de trimballer une personne d'un établissement vers un autre et de démultiplier les partenaires. Juste pour compléter et réagir, je pense que l'enjeu, il est vraiment dans la nuance, la distinction. Je vous remercie d'avoir posé, effectivement, on l'a évoqué avant avec tous les dispositifs qui existent. Il y a plusieurs, je ne sais plus comment vous avez dit, fonctions, pas fonctions, mais les 6 modes d'intervention dans la fonction ressources. C'est déjà des repères intéressants. Est-ce qu'un PCPE est une fonction ressource? C'était un peu les questionnements en amont. Sans doute sur quelques-unes de ces missions-là, pas forcément sur tout. En même temps, c'est sa mission de départ. Donc, est-ce que dans la fonction ressource, celle qu'elle doit se déployer, c'est pas forcément ça qu'on va chercher? On l'a bien senti dans l'étude, nous aussi, sur les mêmes constats. Est-ce que parce que j'ai accompagné 2 ou 3 situations, je peux m'auto-décréter expert? Et est-ce que je peux arriver en appui d'un territoire, en plus, sans me démunir pour continuer d'accompagner, hein, parce qu'il y a aussi ce sujet d'un certain nombre de métiers en tension, et en fonction des territoires, c'est pas la même chose. Alors je pense que ça peut prendre des formes différentes, c'est aussi cette dimension-là. On travaille là, nous, on finalise un travail sur le diagnostic des PCPE, sur la mise en œuvre de la RAPT, enfin des GOS, mais du coup de la RAPT sur chaque département. On voit bien comment tout ça s'est mis en place de façon très différente d'un territoire à l'autre. Alors bien, pas bien,
on ne va surtout pas se positionner là-dessus. C'est juste des réalités de territoires différentes. Il y a des ressources différentes en fonction des territoires. Donc la construction de cette fonction ressource sur chacun des territoires, elle pourra sans doute prendre aussi des formes différentes. Quand on remet le nez dans les cahiers des charges, on a pu le partager et ça fait partie des sujets qui émergent. Vous avez présenté le PCPE tout à l'heure, Mathieu l'a présenté, le PCPE centré sur les situations complexes. On parle d'une équipe mobile, ça fait partie des ressources du territoire sur la protection de l'enfance, mais dans le cahier des charges des PCPE, on peut accompagner les personnes de la protection de l'enfance. Ça fait partie des 3 ou 4 axes du cahier des charges. Donc comment est-ce qu'on optimise ces ressources-là et comment est-ce qu'on décline derrière une fonction ressource au sein des établissements médico-sociaux? Je pense qu'il y a un enjeu là-dessus. Et moi, j'insiste, je pense que là, sur l'efficience, ça sera une prise en compte de la réalité de chacun des territoires. Et ce n'est pas forcément la même. On sait, les ratios d'équipement en établissement, oui, ils sont faibles sur le littoral, sont beaucoup plus élevés sur d'autres territoires de la région. Donc, il y a des plateformes de services qui existent sur certains départements, pas sur d'autres. Donc ça, c'est des sujets qui vont devoir entrer dans l'équation de mon point de vue.